Et si je te disais que tes pensées ne t'appartiennent pas, et si la voix dans ta tête, celle qui ne se tait jamais, t'avait menti toute ta vie, aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui existe au-delà de la pensée. Car tant que tu ne l'auras pas compris, tu resteras prisonnier des mêmes schémas. Et le pire, c'est que tu ne t'en rendras même pas compte. Nous allons briser ce cycle depuis sa racine. Un murmure constant accompagne chaque être humain depuis sa naissance, la pensée. Tel un fil invisible tissant notre perception, les pensées ne font pas que raconter notre vie intérieure. Elles projettent également à l'extérieur une vibration qui transforme la réalité dans laquelle nous vivons. Et pourtant, nous nous arrêtons rarement pour observer attentivement leur véritable nature. Nous vivons prisonniers d'un flot ininterrompu d'idées, de jugements, de souvenirs et de projections qui nous conditionnent profondément, souvent à notre insu. L'esprit humain, dans sa structure la plus élémentaire, est un outil d'interprétation. Mais lorsque nous le confondons avec notre identité, il devient un tyran silencieux. C'est là la première grande erreur, croire que nous sommes nos pensées. Sous cette illusion, nous nous soumettons à la voix intérieure comme s'il s'agissait d'une vérité absolue, alors qu'elle n'est en réalité qu'une manifestation passagère d'énergie mentale. D'un point de vue métaphysique, la pensée est une fréquence. Chaque pensée qui émerge dans ta conscience vibre à une longueur spécifique et émet un signal dans le champ quantique des possibles. Les pensées ne sont pas neutres, ce sont des forces créatrices. Un esprit continuellement focalisé sur le manque, la culpabilité ou la peur ne fait pas que perpétuer ses émotions, il modifie aussi le champ énergétique du corps, affectant la santé physique et émotionnelle. La pensée négative, donc, n'est pas seulement une nuisance émotionnelle. C'est une distorsion vibratoire qui interrompt le flux d'énergie vitale, ou prana, cette force subtile qui nourrit chaque cellule de notre être. Ces pensées s'attachent à notre champ énergétique comme des parasites, générant lourdeur, densité et blocage. Bon nombre de maux physiques, vus sous cet angle, ne sont rien d'autre que des manifestations somatisées de déséquilibres énergétiques issus d'années d'habitudes mentales dissonantes. À l'opposé, la pensée positive n'agit pas comme son exact contraire, mais comme une vibration qui harmonise. Ce qui est fascinant, c'est qu'à la différence de sa contrepartie, elle ne cherche pas à se répéter sans cesse. La pensée lumineuse ne s'impose pas, elle ne crie pas, n'exige rien. Sa simple présence suffit à transformer subtilement l'état intérieur, comme une brise douce qui rafraîchit l'âme sans qu'il y ait besoin d'orage. Sa puissance réside dans sa qualité d'être, non dans son intensité. Cependant, la pensée positive appartient toujours au domaine de l'esprit. Elle est plus raffinée, certes, mais elle reste prise dans la trame duale dans laquelle nous évoluons. Le véritable éveil commence lorsque nous comprenons que, au-delà de la pensée, qu'elle soit lumineuse ou obscure, il existe un espace silencieux et vaste, immuable, qui a toujours été là. Mais nous n'en sommes pas encore à ce point du chemin. Le piège le plus subtil de la pensée, c'est qu'elle se déguise en nous. Elle dit « je pense, je crois, je ressens cela », et sans le remettre en question, nous fusionnons avec elle. Mais qui est ce « je » qui pense ? Et n'y a-t-il pas en toi un observateur de la pensée ? Si tu peux être conscient de ce que tu penses, alors tu n'es pas la pensée, tu es celui qui en est témoin. Cette simple reconnaissance peut fissurer le mur illusoire de l'identification mentale. Ce labyrinthe invisible dans lequel nous nous trouvons n'a pas été créé par malveillance, mais par habitude ancestrale. Depuis l'enfance, on nous a appris à penser, à résoudre, à analyser, mais on nous a rarement montré comment rester en silence, comment simplement être. Ainsi, nous avons bâti une identité fondée sur la pensée. Nous nous définissons par nos histoires, nos idées, nos opinions. Nous croyons être quelqu'un en fonction de ce que nous avons pensé de nous-mêmes pendant des années. Et plus nous renforçons ce récit, plus nous nous éloignons de l'expérience directe du présent. À ce stade, il est essentiel de comprendre que les pensées ne surviennent pas au hasard. Elles sont le résultat de vibrations stockées, de mémoires, de schémas culturels, d'émotions non résolues. La pensée négative, par exemple, naît souvent de blessures non guéries. Ce n'est pas un ennemi, c'est un messager. Mais si nous ne le reconnaissons pas comme tel, il devient un maître tyrannique qui dirige notre vie depuis l'ombre. L'esprit conditionné nous pousse à réagir au lieu de répondre.
Par exemple, face à une situation difficile, la pensée automatique pourrait être « cela m'arrive toujours à moi ». En l'absence de présence consciente pour observer cette pensée, tu te retrouves englouti dans l'émotion qui l'accompagne, frustration, colère, tristesse, et tu répètes un schéma aveugle. En revanche, si tu peux voir la pensée dès qu'elle surgit, sans la juger, sans lutter, tu sèmes déjà la graine de la liberté. Ce qui est requis à cette étape du chemin, c'est un entraînement subtil de la conscience, apprendre à observer la pensée sans s'y laisser entraîner. C'est une pratique spirituelle puissante. Tu n'as pas besoin d'avoir des pensées parfaites, mais de voir clairement celles qui émergent. Dans cette clarté, il y a transformation. Il ne s'agit pas de penser positivement comme d'un mot d'ordre mental. Il s'agit de devenir conscient du fonctionnement de l'esprit et de commencer à choisir consciemment quelle vibration tu veux nourrir. La pensée positive émerge naturellement lorsque l'espace intérieur est clair, lorsqu'il n'y a plus de lutte, lorsqu'on est présent. En comprenant la nature de la pensée, nous devenons des alchimistes intérieurs. Nous pouvons transmuter les pensées lourdes en compréhension, la souffrance en apprentissage, le jugement en compassion. La pensée n'est plus un ennemi ni un allié. Elle devient simplement un outil. L'esprit est comme le feu. Il peut cuire ta nourriture ou te brûler vif. Le problème n'est pas de penser. Le problème, c'est de croire que tu es cette pensée. Et ainsi, à la fin de ce premier seuil, une question commence à émerger, douce mais puissante. Qu'y a-t-il en moi qui peut observer toute pensée sans être touché par elle? L'esprit humain ne se contente pas de générer des pensées individuelles, il fait aussi partie d'un réseau interconnecté de pensées collectives, ce que l'on pourrait appeler l'inconscient partagé de l'humanité. Dans ce champ commun flottent idées, croyances, dogmes, préjugés et récits qui ne viennent pas de toi, mais que tu peux en arriver à adopter comme si c'était les tiens. Ce sont des murmures du passé humain qui s'infiltrent dans ta conscience si tu n'es pas éveillé. Ce sont des virus mentaux et ce chapitre est consacré à comprendre leur nature, leur mode de propagation et comment s'en libérer. À la différence d'une pensée spontanée et personnelle, les virus mentaux sont des schémas répétitifs, conditionnés, porteurs d'une charge émotionnelle intense et animés d'une pulsion inconsciente de reproduction. Ce ne sont pas de simples idées. Ce sont des entités énergétiques vivantes, capables de se répliquer chez autrui, comme des parasites en quête de nouveaux hôtes. Ils agissent avec intelligence, même s'ils ne sont pas conscients. Ils se dissimulent sous l'apparence de vérités absolues et s'expriment à travers des phrases comme « le monde est perdu »,« les autres sont une menace »,« je dois toujours me défendre », leur racine est toujours la peur. Ces virus se propagent d'autant plus vite que le terrain est fertile. Chez les personnes déconnectées de leur présence intérieure, dans des sociétés polarisées, dans des contextes chargés d'anxiété ou d'incertitude. Internet, les réseaux sociaux, les médias et les discours politiques sont leurs autoroutes. Chaque clic inconscient, chaque réaction émotionnelle intense leur ouvre les portes. Et comme dans le corps physique, plus ton immunité énergétique est faible, plus tu es vulnérable à leur influence. Mais comment naissent ces virus ? Souvent, ils prennent racine dans des blessures collectives non guéries, guerre, trahison, abus, système de domination prolongé. Ces expériences laissent un écho vibratoire dans le champ quantique de l'humanité. Cet écho devient une sorte de forme pensée collective, un nuage dense de pensées, émotions qui cherchent à se perpétuer. Comme tout virus, il cherche la réplication. Sa survie dépend de ton attention et de ton identification. Un exemple clair est l'idéologie fanatique, quelle que soit sa forme politique, religieuse, morale ou même spirituelle. Lorsqu'une idée devient rigide, indiscutable, chargée de supériorité ou de culpabilité envers les autres, elle a cessé d'être une pensée, elle est devenue un virus. Et ces virus, lorsqu'ils prennent racine dans des communautés ou des peuples entiers, déclenchent guerre, génocide, exclusion, répression. Ce n'est pas l'idée en elle-même qui pose problème, mais l'attachement aveugle qu'on lui porte. Dans la vie quotidienne, ces virus mentaux agissent comme des filtres qui altèrent ta perception, déforment la réalité. Sous leur influence, tu verras des menaces là où il n'y en a pas, des ennemis chez ceux qui ne le sont pas, du manque même en pleine abondance.
Ce sont des formes mentales qui colonisent ta vision du monde. Et quand des millions de personnes partagent les mêmes virus, elles génèrent des réalités collectives chargées de souffrance. La matrice du conflit humain ne se trouve pas à l'extérieur, c'est un système de pensée virale. Mais il est une chose que ces virus ne peuvent supporter, la lumière de la présence consciente. Une pensée observée est une pensée désactivée, et un virus mental ne peut survivre que s'il reste inaperçu. C'est pourquoi la conscience est le meilleur antidote. Lorsque tu apportes de la lumière à tes pensées et que tu te demandes avec honnêteté, « Est-ce vraiment à moi cette pensée ? D'où vient-elle ? L'ai-je déjà remise en question ?» Alors le virus commence à perdre de sa force. La conscience le dissout. Il est aussi essentiel de comprendre que les virus mentaux se nourrissent du drame. Ils adorent le conflit, l'indignation constante, la culpabilité, la victimisation. Ils aiment te garder mentalement occupé, piégé dans des luttes fictives sans fin. Ils ne veulent pas de véritables solutions, mais que tu continues à nourrir leur récit. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un commence à s'éveiller, il ressent souvent une forte résistance mentale, car en le faisant, il menace l'écosystème de pensée qu'il a gouverné pendant des années. Un outil puissant pour détecter ces virus est l'auto-investigation. Cette pratique ne consiste pas à nier tes pensées, mais à en examiner attentivement l'origine, la motivation cachée et l'effet sur ton état de conscience. Pose-toi ces questions. Qui bénéficie de ce que je pense cela? Quelle émotion soutient cette pensée? Que se passerait-il si je cessais d'y croire, ne serait-ce qu'un instant? La réponse peut être déroutante, mais elle est libératrice. Tu découvriras que nombre d'idées que tu croyais tiennes ne sont pas issues de ton être, mais implantées culturellement, absorbées sans filtre dans des moments de vulnérabilité. Une fois détectées, il n'est pas nécessaire de lutter contre elles. Il suffit de les observer dans le silence depuis la neutralité de la conscience. À cet instant, la pensée perd son poids. Elle n'est pas détruite, mais elle n'a plus de pouvoir sur toi. Un autre symptôme d'infection virale est l'obsession mentale. Lorsqu'une idée tourne en boucle, sans répit, se répétant à l'infini, tu fais face à un virus qui se nourrit de ton énergie. L'esprit a besoin de repos, de silence, et ce n'est que dans la présence paisible, sans jugement, qu'il peut se régénérer. C'est pourquoi des pratiques comme la méditation, la contemplation de la nature ou même l'art conscient sont des moyens de restaurer l'équilibre intérieur et de purifier le champ mental. À un niveau plus profond, ces virus ne sont pas des ennemis, ce sont des maîtres déguisés. En nous défiant, ils nous poussent à nous éveiller. En les affrontant, nous reconnaissons notre pouvoir de discernement. Leur présence dans ta vie peut être l'étincelle qui t'amène à rechercher ce qui est réel, éternel, immuable. Et ce désir de vérité est le commencement du chemin vers l'être. Au stade de l'éveil, il est courant de ressentir une désorientation passagère. En abandonnant les idées qui soutenaient ton monde mental, tu peux avoir l'impression que tout s'écroule. Mais en réalité, tu ne fais que lâcher les illusions. Ce qui est vrai demeure, ce qui est faux s'effondre. Et ce vide, qui semble d'abord effrayant, est en vérité l'espace sacré où commence l'expansion de ta véritable conscience. Il convient de se souvenir de ceci. Les pensées ne sont pas le problème. Le problème, c'est de vivre endormi à l'intérieur d'elles. L'esprit est un outil, mais lorsqu'il devient le maître, l'âme devient esclave. S'éveiller, c'est reprendre ta souveraineté intérieure, et avec elle, ta liberté essentielle. Maintenant que tu as reconnu l'existence de ces virus mentaux, l'étape suivante est encore plus profonde, découvrir le portail menant à l'espace qui existe au-delà de toute pensée. Tu as parcouru les couloirs de la pensée, ressenti son poids, sa danse incessante, son pouvoir de créer et de détruire, entrevu la mécanique mentale à l'œuvre en toi et dans le collectif. Mais voici que tu arrives à un seuil silencieux, subtil, presque imperceptible à l'esprit ordinaire, l'espace au-delà de la pensée. Un territoire sans forme, sans mots, sans récit. Le lieu où l'être se révèle dans sa forme la plus pure, la présence. Et alors, qu'est-ce que la présence? Ce n'est pas une idée, ni une philosophie, mais une expérience directe, immédiate, indéniable. C'est l'état d'être pleinement ici, sans passé, sans futur, sans attente. Tu n'as pas besoin de la chercher, elle est déjà en toi. Elle est l'espace d'où naît chaque pensée,
mais que rien ne peut toucher. C'est comme le ciel qui regarde passer les nuages sans jamais s'y attacher. La présence est ce ciel en toi. La majorité des êtres humains vivent du coup vers le haut, perdus dans leur esprit, piégés dans un dialogue intérieur perpétuel qui ne s'arrête jamais. L'esprit réécrit sans cesse le passé ou projette des futurs hypothétiques. Rarement il demeure dans le présent. Et pourtant, le présent est tout ce qui existe. La pensée t'éloigne de l'expérience. La présence te ramène à elle. L'accès à cet état commence par quelque chose de simple mais puissant, l'observation sans jugement. Tu n'as pas besoin de faire taire ton mental. Cela ne ferait qu'ajouter de la résistance. Ce qui est nécessaire, c'est de l'observer depuis un espace intérieur silencieux. Quand une pensée surgit, ne la suis pas comme un chien court après une voiture. Regarde-la simplement, sois le témoin. Ce faisant, tu cesses de lui donner de l'énergie. Tu ne la réprimes pas, tu ne la valides pas, tu es simplement présent. C'est là que se produit la véritable alchimie. L'énergie qui était autrefois enfermée dans les pensées se libère. L'attention, auparavant fragmentée entre des milliers d'idées, se rassemble et devient lumière pure. Cette lumière, lorsqu'elle se stabilise, transforme ta perception. Tu commences à sentir le monde sans filtre. Une fleur n'est plus seulement une fleur, c'est la vie qui vibre. Un visage n'est plus simplement un visage, c'est la conscience qui habite une forme. Tout devient intensément réel. Cet état de présence ne peut être forcé. Il ne peut qu'être permis. Il exige un abandon, non un effort. Plus tu cherches à l'atteindre, plus il t'échappe. Comme l'eau qui ne devient claire que lorsqu'on cesse de l'agiter. L'esprit, par sa nature, voudra faire de la présence un objectif, un concept de plus à ajouter à sa collection. Mais la présence ne se pense pas, elle se vit. Il est important de comprendre que la présence ne signifie pas être calme en permanence. Tu peux être en présence tout en ressentant de la tristesse, de la joie, de la colère ou de la tendresse. La différence, c'est que tu n'es pas identifié à l'émotion ni à la pensée qui l'accompagne. Tu es l'espace dans lequel tout cela se produit. Cette compréhension te permet d'habiter chaque instant avec une profondeur autrefois inimaginable. La vie cesse d'être une suite de réactions automatiques pour devenir une danse consciente avec ce qui est. Ce seuil t'invite aussi à habiter ton corps, pas seulement ton esprit. Ton corps est une porte vers le présent. Lorsque tu portes ton attention sur ta respiration, sur les battements de ton cœur, sur les sensations internes, sans les analyser, tu reviens au moment présent. Tu sors du domaine de la pensée pour entrer dans le royaume de l'être. Cet enracinement corporel est essentiel, car la présence ne peut fleurir dans une conscience déconnectée du corps. Avec le temps, cette pratique ne se limite plus aux instants de silence. Elle devient une manière d'être au monde. Tu peux marcher, manger, travailler ou écouter quelqu'un depuis la présence. Au lieu de réagir automatiquement à ce qui se passe, tu réponds depuis un espace plus vaste, plus sage. Et dans cet espace, une intelligence au-delà du mental commence à émerger, une compréhension qui ne dépend pas de la logique, mais d'une connexion directe avec la vie elle-même. Cette intelligence est la voix de l'être. Elle ne s'exprime pas en mots, mais en clarté, en certitude sans explication, en actes qui jaillissent naturellement. Lorsque tu es présent, cette voix guide tes choix. Tu n'as plus besoin de tant réfléchir, car le moment même t'indique ce qui est juste. Tu commences à faire confiance à la vie, et cela change tout. À ce stade du voyage, beaucoup ressentent un mélange d'euphorie et de peur. Euphorie, car ils découvrent une dimension d'eux-mêmes qui a toujours été là, silencieuse et pleine. Peur, parce que l'esprit commence à perdre son pouvoir et c'est naturel. L'esprit a peur de disparaître. Mais en réalité, il ne disparaît pas. Il reprend simplement sa place légitime. Il cesse d'être le maître et devient un serviteur, un outil utile, non un tyran. Puis vient une découverte encore plus profonde. La présence ne te connecte pas seulement à toi-même, mais à tout ce qui est. Tu ne perçois plus la séparation. Toi et l'arbre, toi et la rivière, toi et l'autre être humain, vous êtes des expressions différentes d'une même conscience. Cette compréhension n'est pas philosophique, elle est vécue. C'est comme si les voiles de la séparation se dissolvaient. Le je cesse d'être un être isolé et se révèle comme une partie d'un tissu universel. Dans cet espace,
L'amour émerge sans cause. Ce n'est pas un sentiment dirigé vers quelqu'un en particulier. C'est une vibration qui est simplement là, comme la lumière du soleil, elle brille sans effort. Cet amour n'a pas besoin de se justifier. Il ne naît pas du manque, mais de la plénitude de l'être. Il est le parfum naturel de la conscience éveillée. Et alors, quelque chose change. Les pensées n'ont plus le même poids. Elles continuent à apparaître, mais ne t'emportent plus. Tu peux voir une pensée négative et sourire, comme on sourit à un nuage qui passe. Tu peux ressentir une émotion intense sans croire que tu es cette émotion. Tu as retrouvé ta liberté intérieure. Tu es rentré chez toi. C'est là le véritable seuil de l'éveil, lorsque tu découvres que tu n'as plus besoin de penser pour sentir que tu existes. Ton sentiment d'identité n'est plus attaché au passé ni à tes idées sur toi-même. Il jaillit directement de l'être et cet être n'a pas besoin d'être validé. Il est simplement. À mesure que cette présence se renforce, elle devient ta base. Ton centre de gravité se déplace de la tête au cœur. Ton énergie n'est plus éparpillée entre des futurs imaginés et des passés ressassés. Tout converge dans cet instant qui est éternel. La vie, enfin, se sent complète telle qu'elle est. Ce n'est ni un lieu, ni une technique, ni une théorie. C'est la découverte silencieuse que ce que tu es ne peut être pensé, seulement ressenti. Quand une conscience commence à s'installer dans la présence, une qualité nouvelle apparaît. Une résonance qui ne s'impose pas, mais qui transforme. Ce n'est pas une pensée ni une émotion au sens habituel du terme. C'est plutôt un état d'accord avec l'existence. Et cet accord prend une forme vibratoire concrète, la gratitude. On confond souvent la gratitude avec une simple politesse ou un exercice de positivité émotionnelle. Mais dans un contexte spirituel plus profond et sous un regard énergétique, la gratitude est une fréquence de haute cohérence. Elle est le résultat de la conscience alignée avec ce qui est, sans rejet, sans volonté de changement. C'est l'acceptation lucide du moment présent, alliée à l'ouverture du cœur. Dans un langage plus technique, quand la conscience demeure dans un état de gratitude soutenue, le champ énergétique du corps adopte une structure harmonieuse. Les recherches les plus avancées, comme celle de l'Institut HeartMath, ont démontré que cet état génère une cohérence entre le cœur et le cerveau, optimisant le système nerveux autonome. La respiration se régule, les ondes cérébrales s'harmonisent, le système immunitaire se renforce. La gratitude, donc, ne se contente pas d'élever l'âme, elle équilibre aussi le corps. Depuis la métaphysique quantique, chaque émotion et chaque pensée génèrent une charge électromagnétique qui interagit avec le champ d'information de l'univers. Lorsque tu es en gratitude, ta fréquence devient réceptive, créative, expansive. Et ta conscience cesse alors d'émettre des signaux de manque ou de lutte et commence à résonner avec des possibilités plus élevées. En d'autres termes, le semblable attire le semblable non pas selon la version simplifiée et fantaisiste de la loi de l'attraction, mais à travers une compréhension plus rigoureuse. Lorsque tu élèves ta vibration, tu accèdes à des lignes de réalité où ces fréquences sont déjà actives. Mais la véritable gratitude n'est pas un outil pour obtenir quoi que ce soit, ni une monnaie d'échange cosmique. C'est une manière de percevoir. Un acte de reconnaissance du miracle qu'est le simple fait d'être vivant, même au milieu de l'imperfection. Celui qui est véritablement reconnaissant ne cherche rien de plus. Il a vu que le moment présent, avec tout ce qu'il contient, est déjà complet. Ce type de reconnaissance ne vient pas de l'esprit, mais d'une expansion intérieure. Il est courant que des personnes essaient de se sentir reconnaissantes parce qu'elles ont lu ou entendu que c'est bénéfique. Mais le véritable basculement a lieu lorsque la gratitude cesse d'être une intention mentale et devient une perception spontanée. Cela survient quand il y a suffisamment d'espace intérieur, lorsque l'esprit s'est apaisé au point de laisser le cœur s'exprimer. Dans cet état, même les situations difficiles peuvent être vues sous un nouveau jour, non pas comme des punitions ou des erreurs, mais comme des opportunités de croissance. Il ne s'agit pas de forcer une interprétation positive, mais de comprendre que chaque expérience contient une graine de sagesse. La gratitude authentique reconnaît cette graine et l'honore, même si la fleur n'est pas encore visible. La pratique consciente de la gratitude ouvre également des portes vers des niveaux plus subtils de perception.
À mesure que tu remercies pour les choses simples, la lumière du jour, le souffle du vent, ta respiration, tu commences à établir un lien direct avec l'âme du monde. Ta sensibilité s'aiguise, ton regard s'épure. Tu ne traverses plus la vie comme un spectateur distrait, mais comme un participant éveillé, capable de voir la beauté là où régnait auparavant la routine. Cet état de conscience reconnaissante transforme aussi les relations humaines. Quand tu es présent et reconnaissant, tu cesses d'exiger des autres ce que tu croyais nécessaire pour te sentir complet. La gratitude coupe la dépendance émotionnelle, car elle révèle que la source de plénitude est en toi. Et paradoxalement, en cessant de réclamer, tu commences à recevoir davantage non comme un objectif, mais comme une conséquence naturelle de ton état vibratoire. Il existe un point où cette gratitude devient sacrée. Elle ne dépend plus de facteurs extérieurs, ni ne se manifeste uniquement dans les moments heureux. Elle surgit comme un feu intérieur, comme une révérence devant le mystère de la vie. À ce stade, la gratitude devient une pratique spirituelle. Et cette pratique n'est pas un rituel, mais une manière d'habiter l'instant. Marcher dans le monde avec cette vibration, c'est incarner un enseignement silencieux. Sur le plan énergétique, la gratitude agit comme un champ d'attraction quantique. Chaque pensée soutenue dans cette fréquence restructure l'information que ton champ bioénergétique émet. Sur le long terme, cela ne change pas seulement ta perception, cela modifie aussi tes probabilités de réalité. Non pas parce que tu manipules l'univers, mais parce que tu entres en résonance avec le flux harmonieux qui soutient la vie. Ce processus obéit à une intelligence subtile. Ce n'est pas un hasard si les traditions spirituelles les plus avancées ont mis tant l'accent sur la gratitude. Du merci du zen à la fin d'une méditation, aux prières de remerciement dans les traditions chamaniques, dans tous les chemins authentiques, la gratitude n'est pas une émotion décorative, c'est une clé maîtresse. Mais rien de cela n'a de sens si ce n'est pas vécu dans l'expérience directe. Parler de gratitude ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la sentir ou plus encore, la laisser te sentir. Car dans certains moments d'expansion, la gratitude ne vient pas de toi, elle t'envahit. Ce n'est plus toi qui remercie, c'est la vie qui se remercie à travers toi. Et même si cela peut paraître fugace, chaque fois que cela se produit, cela laisse une empreinte, cela ouvre un canal, cela crée une mémoire vibratoire qui peut être renforcée avec la pratique. L'invitation est d'y revenir chaque jour, non par devoir, mais comme une manière de te souvenir de qui tu es au-delà de la pensée, au-delà de l'histoire, au-delà du désir. La gratitude, alors, n'est pas la fin du chemin, mais l'un de ses piliers les plus nobles. Elle est le pont entre la conscience individuelle et la conscience universelle. Elle est le signe que l'ego commence à se rendre non dans la défaite, mais dans la reconnaissance. Celle qu'il existe quelque chose de plus vaste que l'esprit, de plus sage que l'intellect, de plus aimant que le jugement, et que cela vit en toi. Jusqu'ici, tu as remonté le chemin des pensées, tu as ressenti le poids des virus mentaux, tu as franchi le seuil de la présence et tu t'es immergé dans la fréquence transformatrice de la gratitude. Mais aucune de ces expériences n'est statique. Aucune n'est une destination que l'on atteint pour en faire un trophée. Tout, sur le chemin spirituel, est mouvement. S'éveiller, ce n'est pas arriver. C'est se souvenir sans cesse de qui tu es lorsque tu cesses de te confondre avec ce que tu crois être. Transcender, dans ce contexte, n'est pas fuir vers des états élevés de conscience, ni renier le monde matériel. C'est intégrer. Transcender, c'est voir depuis un autre niveau sans abandonner l'ici. C'est reconnaître que tu n'es pas le personnage que l'esprit interprète, mais l'espace dans lequel ce personnage se déploie. C'est vivre depuis la racine de l'être et non depuis les branches de la pensée. D'un point de vue énergétique, ce retour à l'être est une descente dans la profondeur, plutôt qu'une ascension. Ce n'est pas s'envoler hors du réel, mais incarner pleinement ce que tu es déjà, ici et maintenant. L'être n'est pas lointain. Il ne demande pas à être cherché, mais à ce qu'on cesse de résister à sa présence constante. Cesser de construire une identité à partir de chaque émotion, de chaque souvenir, de chaque jugement. Et lorsque cela se produit, un phénomène silencieux s'enclenche, le désagrégement de l'ego. Techniquement, l'ego est un champ de pensée maintenu par l'identification.
Il vit du passé et du futur. Il se nourrit d'histoires et de projections. Tant qu'il y a attachement à la narration personnelle, l'ego a un terrain. Mais lorsque la présence devient stable, l'ego commence à se dissoudre, non dans la violence, mais dans la compréhension. Ce qui se défait, ce n'est pas le moi fonctionnel qui interagit avec le monde, mais le moi illusoire qui croit devoir se protéger de tout, qui lutte pour être validé, qui vit dans le manque. Ce processus est progressif, non linéaire. Il demande une disponibilité constante à regarder, à voir sans jugement ce qui émerge de l'intérieur, à reconnaître quand tu agis depuis un schéma conditionné et quand tu agis depuis la vérité de l'instant. Chaque fois que tu choisis de revenir à la présence plutôt que de réagir automatiquement, tu affirmes ta liberté. Et il ne s'agit pas de réprimer émotions ou pensées, mais de les observer sans en faire une identité. À mesure que la conscience s'installe dans cet état, une nouvelle qualité commence à éclore, la légèreté de l'être. C'est une manière de vivre sans lutte, d'agir sans pesanteur intérieure, de parler sans masque, de ressentir sans attachement. Cette légèreté n'est ni indifférence, ni froideur. C'est une forme d'amour profond, où tout est accueilli, mais rien ne te possède. Tu es toi, sans couche, sans histoire à défendre, simplement ici. Et dans cet état, quelque chose se produit que l'on pourrait appeler une renaissance. Le monde semble inchangé en apparence, les rues, les gens, les mots, les défis, mais la manière dont tu les perçois et les habites a totalement changé. Ce qui autrefois était menace devient possibilité, ce qui était conflit devient enseignement, ce qui était l'autre devient ton propre reflet. Voilà la véritable révolution, ne pas changer le monde, mais changer le regard que tu poses sur lui. Depuis la vision quantique, cette transformation représente un changement de l'observateur. Tu n'es plus en résonance avec des lignes de réalité marquées par la souffrance automatique. À partir de ta conscience éveillée, tu crées une nouvelle interaction avec le champ. Cela se manifeste par des synchronicités, une clarté intuitive, des relations plus pures, un sentiment de connexion permanent. Ce n'est pas de la magie, c'est la physique de la conscience. Mais même ici, le chemin ne s'achève pas, car la conscience éveillée ne s'isole pas, elle ne se retire pas pour toujours sur la montagne. À un certain point de ce fleurissement intérieur, une voix s'élève, celle du partage. Non depuis l'arrogance de celui qui pense avoir atteint, mais depuis l'humilité de celui qui comprend que l'éveil individuel n'a de sens que s'il transforme aussi le monde qu'il touche. Être une présence vivante ne sert pas seulement à trouver la paix intérieure, mais à devenir un phare silencieux au milieu du chaos. Le véritable épanouissement survient quand tu réalises que tu n'as plus rien à prouver, que l'existence ne te doit aucune explication, que l'autre n'a pas à te valider, que le temps ne te poursuit pas. Tu es complet, suffisant. Et depuis cet espace, ce que tu fais, dis, crées ou offres au monde jaillit naturellement, non comme une mission imposée, mais comme la conséquence inévitable d'un être éveillé. Cet état n'est pas parfait, il n'est pas figé, ni une illumination constante où aucune pensée négative n'apparaît plus jamais. C'est plutôt une nouvelle relation à tout ce qui se présente. L'ombre peut surgir, mais tu ne la rejettes pas, tu ne t'y perds pas, tu sais que tu es plus vaste que tout état transitoire. Tu as fait de la présence ta demeure, et depuis cet ancrage, tu peux tout permettre sans t'effondrer. Et peut être que l'apprentissage le plus doux de ce voyage n'est pas d'avoir atteint quelque chose, mais d'avoir laissé partir tout ce que tu croyais nécessaire pour aller bien. Car au fond, tu ne t'épanouis pas parce que tu as accumulé des outils, des idées ou des techniques. Tu t'épanouis parce que tu as retrouvé l'essentiel, parce que tu t'es vidé juste assez pour que la vérité puisse entrer. Transcender, c'est se rendre, non comme une défaite, mais comme une fusion. Le moi se rend à l'être, l'esprit se rend à la vie, le contrôle se rend à l'intelligence plus vaste qui guide chaque atome. Et c'est dans cette reddition que se révèle la beauté la plus profonde, l'amour inconditionnel pour tout ce qui est. Ainsi s'achève ce voyage, non comme une fin, mais comme une ouverture vers une manière de vivre qui n'a pas besoin d'ornement ni de discours. Une vie où chaque instant devient un autel, chaque respiration un mantra, chaque silence une révélation. L'être n'a pas besoin d'être atteint, il suffit d'être reconnu. Et cette reconnaissance maintenant est vivante en toi. Merci d'avoir permis à ces mots de t'accompagner.
Si ce message a résonné en toi, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Reste avec ce que tu as ressenti, plus qu'avec ce que tu as compris. Et si tu souhaites que cet espace continue à grandir, tu peux le soutenir de manière très concrète. En t'abonnant à la chaîne, en activant la cloche, en partageant ce contenu avec ceux qui, selon toi, pourraient en bénéficier. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu es appelé à te souvenir de qui tu es. Et chaque action consciente est une étincelle qui allume la lumière dans le monde. Merci d'avoir marché à mes côtés sur ce bout de chemin. Nous continuons à nous éveiller ensemble.